Shalom à tous. Ce samedi 13 octobre 1894, il fait beau. Il fait beau rue du Trocadéro, dans l'appartement d'Alfred Dreyfus. Il vient de recevoir une convocation pour une inspection générale. Une inspection générale de l'état-major. On lui demande de passer lundi donc le 15, mais dans la matinée. Ça lui semble un petit peu curieux, puisqu'en général, ce genre d'inspection pour les stagiaires, officiers d'état-major se fait en soirée, mais enfin, vous savez, à l'armée, on ne pose pas de questions. Et puis, ce qui l'étonne aussi, c'est qu'on lui dit « tenue bourgeoise ». Mais précisément, en général, les inspections d'état-major se font en tenue militaire. Mais bon, vous savez ce que c'est, à l'armée, on ne pose pas de questions. Puis, ça ne dérange pas plus que ça Dreyfus, qui continue à passer un très joli week-end ensoleillé avec sa femme et ses 2 enfants. Et lundi matin, Pierre, qui a 3 ans et demi, l'accompagne jusqu'à la porte et puis il s'en va pour cette fameuse inspection, étant bien entendu qu'il sera de retour chez lui à la maison le soir même. Et là, en arrivant à l'heure, Alfred Dreyfus est un juif alsacien, et vous savez, les juifs alsaciens ont pris ça sans doute de leurs voisins non juifs. Ils sont très respectueux des horaires. Il arrive donc largement à l'heure, il fait un petit peu les 100 pas pour rentrer juste à l'heure où on lui a demandé, à 9h du matin. Et là, il est très surpris de voir qu'il est seul pour une inspection des officiers, stagiaires d'état-major. En général, tout le monde devrait être là, et il est seul. Enfin, vous savez, à l'armée, on ne pose pas de questions. Et alors, il est reçu par un officier qu'il ne connaît pas et discute un petit peu avec lui. Et puis finalement, il l'amène dans un bureau, le bureau du chef d'état-major lui-même. Et là, il est reçu par un autre officier qui s'appelle Dupaty de Clam. Cet autre officier a une sorte de bandage au bras ou quelque chose en soie noire. Mais Dreyfus, évidemment, n'y fait pas trop attention et Dupaty lui dit « Écoutez, en attendant que le général de Boisdeffre, le chef d'état-major, vienne pour l'inspection, j'ai un petit service à vous demander. » De plus en plus étonné, Dreyfus dit « De quoi s'agit-il » ? « Voilà, j'ai une lettre à écrire et à faire signer par le chef d'état-major lui-même. Mais comme vous le voyez, ma main a reçu un coup un petit peu difficile et donc je ne peux pas écrire. Est-ce que vous pourriez l'écrire pour moi ?» Et Dreyfus dit pourquoi pas. Et il s'assoit donc au bureau. Il y a là-bas un tiroir fermé. Et puis tout d'un coup, dans cette pénombre, Dreyfus remarque au fond du bureau, il y a 3 personnes qu'il n'avait pas remarquées au départ, en civil, qui ne disent rien. De plus en plus étonné, Dreyfus commence ce qu'on va appeler la dictée. Un texte préparé consciencieusement à l'avance et dont voici les termes. Paris, le 15 octobre 1894. Ayant le plus grave intérêt, monsieur, à rentrer momentanément en possession des documents que je vous ai fait passer avant mon départ aux manœuvres, je vous prie de me les faire adresser d'urgence par le porteur de la présente, qui est une personne sûre. Je vous rappelle qu'il s'agit de 2 points, Dreyfus, à la ligne. Premièrement, une note sur le frein hydraulique du canon de 120 et sur la manière dont... Et là, tout d'un coup, Dupaty arrête sa dictée et il dit à Dreyfus d'un ton agressif « Vous tremblez, capitaine !» Il est possible que j'ai un petit peu froid, peut-être devrions-nous fermer la fenêtre ? Non, non, reprenez. Et donc il reprend, de plus en plus intrigué, la dictée. Donc premièrement, de cette histoire de canon, de frein hydraulique. Deuxièmement, une note sur les troupes de couverture. Troisièmement, une note sur Madagascar. Et à ce moment-là, Dreyfus était sans doute repris, il ne tremblait plus. Et tout d'un coup, Dupaty arrête la dictée et crie à l'adresse d'Alfred Dreyfus « Capitaine, je vous arrête pour haute trahison. » Et à ce moment-là, il fait un petit signe aux 3 hommes qui étaient au fond de la salle, et les 3 hommes se précipitent tout de suite, comme s'ils n'attendaient que cela, pour mettre à Dreyfus les menottes. Dreyfus, évidemment, très surpris, se lève épouvanté, fait tomber la chaise, et puis il crie « Mais de quoi s'agit-il ? Expliquez-moi, c'est une erreur. De quoi s'agit-il ? C'est un malentendu. » Et à ce moment-là, subrepticement, Dupaty ouvre le tiroir
dans lequel se trouve un pistolet. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, lui dit-il. Et évidemment, Dreyfus comprend ce que les hommes d'honneur comprenaient à l'époque. Lorsque quelqu'un, et de surcroît un officier, est accusé de haute trahison, le crime peut-être le plus humiliant de ce qui se passe, des crimes qui étaient en vogue à l'époque dans l'armée française, eh bien la chose qu'il doit faire pour blanchir son honneur, pour que son nom soit encore respecté, pour sa famille, pour les siens, c'est de se mettre une balle dans la tête. Et Dreyfus le comprend très bien, on n'a pas besoin de lui expliquer, mais évidemment, il n'a aucune intention de mettre fin à ses jours. Mais puisque je vous dis que c'est un malentendu, mais de quoi donc m'accuse-t-on ? Dupaty ne dit plus rien, les hommes lui ont passé les menottes, et voici que Dreyfus est bousculé à l'extérieur de la cour pour pouvoir rentrer dans ce fourgon tiré par des chevaux et qui vont l'amener à la prison du Cherche-Midi, qui est à l'époque la prison qui gérait ce genre de choses dans Paris. Et voilà comment commence l'affaire Dreyfus, cette affaire qui va faire parler tellement de gens, qui va diviser la France, qui va avoir des répercussions énormes sur l'histoire de France et peut-être aussi sur l'histoire du peuple juif, encore que, mais ça nous le verrons un peu plus tard. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi donc Alfred Dreyfus a-t-il été suspecté d'avoir trahi la France? Nous sommes en 1894, la France a perdu quelques années avant la première des guerres contre l'Allemagne, celle de 1870, et en même temps elle a perdu l'Alsace et la Lorraine, ces chères contrées qui, d'après les Français en tout cas, étaient censées leur appartenir. Et puis la situation là-bas, l'ambiance est assez revancharde. On n'a pas fait le deuil de ces deux provinces. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, vous avez su germaniser nos plaines, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Très patriotes les Français, comme d'ailleurs les Allemands également. Et parmi les patriotes, les Juifs d'Alsace. L'Alsace étant occupée, annexée par l'Allemagne, les Allemands proposent aux Français, aux Alsaciens et aux Lorrains de choisir. Soit ils restent sous domination allemande avec tout ce que cela signifie, c'est-à-dire ils parlent allemand, ils deviennent province allemande, soit si vraiment la France, pour eux, est leur véritable patrie, eh bien ils peuvent émigrer, ils peuvent aller là-bas et laisser gentiment ceux que ça ne dérange pas d'être allemands. La plupart des Juifs quittent l'Alsace à ce moment-là pour aller s'installer en général à Paris, mais quelquefois ailleurs, parce que, évidemment, pour un Juif à l'époque, et pas seulement français, la France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays qui, pour la première fois, il y a maintenant un siècle, a accordé aux Juifs leur émancipation. Et alors évidemment, comme on disait à l'époque, chaque Juif a deux patries, le sien et la France. La famille Dreyfus n'est pas différente des autres, et c'est à ce moment-là qu'Alfred décide de s'installer à Paris et de faire ce qu'il a toujours voulu faire, c'est-à-dire donner les meilleures années de sa vie à son pays, à sa patrie. Et c'est la raison pour laquelle il décide de s'engager à l'armée et de faire une carrière militaire importante et impressionnante. Toute la famille n'est pas partie. Son frère Mathieu est resté là-bas en Alsace parce qu'ils ont une usine qui marche très bien, une boîte qu'il faut faire tourner. Et donc pour ces raisons économiques, Mathieu est resté à Strasbourg. Lui, Alfred, s'est marié, donc il a 2 enfants et tout va bien pour lui. C'est un des premiers officiers juifs de l'état-major, stagiaire à l'état-major. Et voilà que le sort s'acharne sur lui, et sans qu'il ait évidemment pu le prévoir, tout d'un coup, il semblerait que sa vie va complètement basculer. Ce qu'il s'est passé, c'est que dans cette France revancharde et patriote d'après 1870, on cherche les traîtres. Parce qu'il est évidemment impossible que nous ayons perdu la guerre uniquement parce que nous étions moins bons que les autres. Nous sommes les meilleurs, nous avons la meilleure armée, les meilleurs généraux, les meilleurs armements. Si donc nous avons perdu la guerre, c'est sans doute que quelqu'un nous a trahis. Il y a donc une sorte de maladie où on recherche les traîtres un peu partout. Or, à ce moment-là, au moment où on recherche les traîtres, il y a un vent malsain qui règne sur Paris en particulier et sur la France en général. Un certain Drummond, quelque temps avant, a écrit un livre qui est devenu un best-seller incontesté de l'histoire de la littérature de ces années-là en France.
tellement incontesté, le best-seller, que dès qu'il le fait paraître, tout de suite, il en fait une deuxième édition, une troisième, une quatrième. Et moi, j'ai eu l'occasion personnellement de lire une édition, la 164e, je crois, pour vous dire, que j'ai trouvée à l'université de Beersheva, la France juive dans laquelle Drummond expliquait toute l'histoire de France, mais avec toujours la même idée derrière, ce qui va mal, tout ce qui va mal vient des Juifs. Nous sommes donc dans une ambiance patriote, revancharde, on voit des traîtres partout, et où l'antisémitisme, comme on commence à l'appeler, est de plus en plus populaire. C'est ce contexte-là qui explique la convocation d'Alfred Dreyfus dans ce jour de 1894. Nous reviendrons là-dessus la prochaine fois. Shalom à tous.